Mes parents m'ont viré, rends la maison à ta sœur. Au tribunal, ma fille a demandé au juge, je peux montrer ce que maman ne sait pas? Le juge a consenti. Elle a levé sa tablette. Appuyé sur play. Quand la vidéo a démarré. Je m'appelle Gwenaëlle, j'ai 34 ans, et il y a encore quelques mois, je pensais savoir ce que signifiait le mot famille. Je pensais que c'était un refuge, un lieu de sécurité inconditionnelle où l'on pouvait baisser sa garde. Je me trompais lourdement. Récemment, mes propres parents ont tenté de me jeter à la rue, moi et ma fille de 7 ans, nous arrachant du seul foyer qu'elle ait jamais connu, tout cela sous le prétexte fallacieux que je volais l'héritage de ma sœur cadette. Ces accusations, aussi cruelles qu'infondées, m'ont suivi jusque dans une salle d'audience austère du tribunal de grande instance de Montluçon. L'air y était sec, chargé de poussière et de tension. Mes parents, Régis et Jocelyne, étaient assis à gauche, flanqués de leur avocat, un homme au costume impeccable et au sourire carnassier. Ils ne me regardaient pas. Ils fixaient le juge avec cette assurance hautaine que donne l'argent et la certitude d'être dans son bon droit. De l'autre côté de l'allée, j'étais assise sur un banc en bois dur qui me faisait mal au dos, serrant la main moite de ma petite Lison. Ma sœur, Laetitia, était là aussi, assise un peu en retrait derrière nos parents. Elle avait l'air de s'ennuyer, vérifiant sa manucure, comme si elle attendait simplement qu'on lui remette les clés de ma vie pour qu'elle puisse enfin s'installer dans mon salon. Sur le papier, la maison appartenait à mes parents. C'était un fait juridique incontestable. Mais dans la réalité, dans la chair et le sang de la vie quotidienne, c'était moi qui y vivais, qui la payais, qui l'avais rénovée de mes mains nues, et qui l'avait transformée d'une ruine en un foyer chaleureux. L'avocat de mes parents a pris la parole en premier. Sa voix était mielleuse, calculée pour détruire. Il a tissé un récit où ma vie de sacrifice devenait une histoire sordide d'ingratitude. Il m'a dépeinte comme une invitée qui avait abusé de l'hospitalité parentale, une occupante sans titre qui refusait de partir. Il a qualifié la maison de premier investissement pour ma sœur, et mon refus de partir de cruauté pure. En l'écoutant, je sentais ma gorge se serrer, une boule d'angoisse m'empêchant presque de respirer. Quand ce fut mon tour de parler, ma voix a tremblé. J'ai dit au juge que je ne volais rien, que j'avais tout payé, que j'avais construit ma vie ici. Mais le juge semblait sceptique. Il regardait les actes notariés, et je savais que face à la loi froide, mon cœur de mère ne pesait pas lourd. Je pensais que c'était la fin. Le moment où tout ce que j'avais bâti allait s'effondrer sous le poids d'un marteau de justice. C'est alors que Lison a lâché ma main. Ma petite fille, si timide d'habitude, s'est levée. Elle a marché vers l'allée centrale, serrant sa tablette rose contre sa poitrine comme un bouclier. Elle a levé les yeux vers le juge et a demandé d'une voix claire, « Monsieur le juge, est-ce que je peux vous montrer quelque chose que maman ne sait pas ?» Le juge a froncé les sourcils, surpris, puis a hoché la tête. Lison a marché jusqu'à la barre, a posé sa tablette, et a appuyé sur lecture. Ce qui a commencé à jouer sur cet écran a fait blêmir ma mère instantanément. Mon père a cessé de tapoter la table. Et Laetitia a figé son sourire méprisant. Avant de vous raconter comment ma propre famille a tenté de me détruire et comment une enfant de 7 ans a fait basculer le destin, j'aimerais savoir qui est avec moi aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous écoutez cette histoire, et quelle heure il est chez vous. Savoir que je ne suis pas seule me donne la force de continuer ce récit douloureux. Ce que Lison a montré ce jour-là a changé le cours de notre existence. Mais pour comprendre la violence de cet instant, il faut remonter 4 ans en arrière, au moment où le piège s'est refermé sur moi, déguisé en main tendue. Tout a commencé après l'effondrement de mon mariage. J'étais mariée à Fabien, un homme que je croyais aimer mais qui s'est révélé être un abîme financier et émotionnel. Lorsqu'il est parti, il m'a laissée seule avec Lison, qui n'avait que 3 ans, et une montagne de dettes. Mon crédit était ruiné, fiché à la Banque de France à cause des impayés qu'il avait accumulés à mon nom. Je travaillais comme infirmière coordinatrice dans un EHPAD à la sortie de Montluçon. C'était un travail épuisant, des horaires décalés, une pression constante, mais j'aimais mes patients. Cependant, mon salaire ne suffisait pas à couvrir les dettes et un loyer décent. Nous vivions dans un appartement insalubre du centre-ville, où les murs suintaient l'humidité et où le chauffage fonctionnait 1 fois sur 2. Lison enchaînait les bronchites.
Chaque tout de ma fille était comme un reproche silencieux que je me faisais à moi-même. Je me sentais coupable, incompétente, une mère incapable d'offrir un toit sûr à son enfant. C'est à ce moment de vulnérabilité extrême que mes parents sont intervenus avec ce qu'ils appelaient une solution miracle. Ils m'ont invité à dîner un dimanche. Ma mère avait préparé un rôti, l'ambiance était faussement chaleureuse. Gwenaël, a commencé mon père en s'essuyant la bouche, on ne peut plus te laisser vivre comme ça. C'est dangereux pour la petite. On a réfléchi. On a vu une petite maison de ville à vendre dans le quartier Saint-Jean. C'est une vieille bâtisse, il y a tout à refaire, mais c'est sain. Mon cœur a bondi d'espoir avant de retomber. Papa, tu sais bien que je ne peux rien acheter. Aucune banque ne me suivra. On le sait, a coupé ma mère. C'est pour ça qu'on va l'acheter nous. On fait le prêt à notre nom. On met la maison à notre nom. Mais c'est toi qui vivras dedans. Le piège se mettait en place, doux et sucré. Ils m'ont expliqué le plan, je vivrai dans la maison, et en échange, je paierai l'intégralité du crédit immobilier, soit 550 € par mois, ainsi que toutes les charges, la taxe foncière et les travaux. Ils ont présenté cela comme un moyen pour moi de me reconstruire, de prouver ma solvabilité, en attendant que je puisse racheter la maison à mon nom dans quelques années. C'est pour t'aider à te remettre en selle, a dit mon père avec un sourire bienveillant. C'est ça la famille. On s'entraide. J'étais si fatiguée, si désespérée de sortir Lison de cet appartement humide, que j'ai pleuré de gratitude. Je n'ai pas vu les chaînes qu'ils étaient en train de forger. J'ai accepté sans demander un seul papier écrit, sans consulter un notaire. J'ai fait confiance aveuglément. Après tout, c'étaient mes parents. Ils ne pouvaient pas vouloir mon mal, n'est-ce pas? La maison était effectivement dans un état lamentable. Une décoration figée dans les années 70, des papiers peints marronasses qui se décollaient, une électricité douteuse. Mais quand j'ai franchi le seuil avec Lison dans les bras, j'ai vu le potentiel. J'ai vu la lumière traverser le salon. J'ai vu un jardin en friche où ma fille pourrait courir. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti une lueur d'espoir. Je ne savais pas encore que je venais d'entrer dans la cage que ma famille allait bientôt verrouiller. Les premiers mois dans la maison ont été un mélange d'épuisement physique total et d'euphorie mentale. La maison n'était pas habitable selon les standards modernes, mais c'était la nôtre, du moins c'est ce que je croyais. Je travaillais mes 12 heures à l'EHPAD, courant d'une chambre à l'autre, gérant les crises, la fin de vie, la douleur des familles. Et dès que je débadgeais, je fonçais récupérer Lison à l'école, on faisait les devoirs, on mangeait vite fait, et ma deuxième journée commençait. J'ai appris à devenir plaquiste, peintre, plombier et électricien grâce à des tutoriels sur Internet. Je n'avais pas les moyens de payer des artisans, alors je faisais tout moi-même. Je me souviens d'une nuit en particulier. C'était en novembre, il faisait un froid glacial car je n'avais pas encore les moyens de remplir la cuve à fioul. Je ponçais le parquet du salon à la main car la ponceuse que j'avais louée était tombée en panne. Mes doigts saignaient, mes épaules hurlaient de douleur, et la poussière de bois me brûlait les yeux. Mais je continuais. Je continuais parce que je visualisais Lison jouant sur ce sol propre. Je continuais parce que je voulais prouver à mes parents, et surtout à moi-même, que j'étais capable de transformer cette ruine en palais. Chaque euro que je gagnais passait dans la maison. J'ai arrêté de m'acheter des vêtements, je ne sortais plus, je calculais chaque centime au supermarché. Le virement de 550 € partait invariablement de mon compte le 5 du mois. L'intitulé était toujours le même, remboursement prêt maison. Je payais aussi la taxe foncière, qui arrivait au nom de mes parents mais que ma mère me transmettait avec un petit post-it, n'oublie pas de régler ça avant le 15, bisous. J'ai transformé la petite chambre du fond en un paradis pour Lison. J'ai peint les murs en lavande douce, j'ai chiné un lit à baldaquin sur le bon coin que j'ai repeint en blanc, et j'ai passé des heures à coller des centaines d'étoiles phosphorescentes au plafond. Je voulais qu'elle s'endorme chaque soir sous un ciel étoilé, loin des soucis d'adultes. Quand mes parents venaient visiter, leur attitude était étrange. Ils ne venaient pas comme des grands-parents gaga, mais comme des inspecteurs des travaux finis. Mon père tapotait les murs pour vérifier si l'enduit était sec. Ma mère passait son doigt sur les meubles pour vérifier la poussière. Tu as bien travaillé, Gwenaël, disait mon père.
La valeur de la maison a dû augmenter de 20% au moins avec ce que tu as fait. C'est un bon investissement pour la famille. Ils utilisaient toujours ce terme, la famille. Jamais ta maison. Toujours la famille ou l'investissement. Sur le moment, je mettais cela sur le compte de leur fierté. Je pensais qu'ils étaient fiers de moi. Je ne voyais pas qu'ils calculaient déjà la plus-value latente que je créais gratuitement pour eux. Et puis, il y avait Laetitia. Ma sœur cadette. L'enfant chéri. Elle avait 8 ans de moins que moi, et elle avait toujours été le centre de l'univers de mes parents. Elle vivait encore chez eux, changeant d'études universitaires comme de chemise, passant ses journées à faire du shopping en ligne. Elle venait me voir de temps en temps, garait sa voiture neuve devant mon portail rouillé, et entrait en critiquant tout. « Pourquoi tu as choisi ce beige ? C'est triste, disait-elle en regardant mes rideaux. Moi, j'aurais mis du vert émeraude, c'est la tendance. Et ce canapé, tu l'as trouvé dans une poubelle ? Non, Laetitia, c'est de la seconde main, répondais-je en serrant les dents. Le pire, c'est qu'elle utilisait ma maison comme décor pour ses réseaux sociaux. Elle attendait que j'aie fini de rénover un coin, comme le petit coin lecture près de la fenêtre, pour s'y installer, prendre la pause, et poster la photo avec la légende « Dimanche cocooning à la maison ». Elle laissait ses abonnés croire que c'était chez elle. Mes parents trouvaient ça amusant. Moi, je trouvais ça envahissant. Mais je ne disais rien. Je voulais la paix. Je voulais juste qu'on me laisse vivre. Les années ont passé, 4 ans pour être exact. Lison grandissait, heureuse et épanouie. Elle avait ses repères, ses amis dans le quartier, son école à 2 rues. La maison était devenue notre cocon, notre forteresse contre le monde extérieur. Mais à l'extérieur, justement, les nuages s'amoncelaient. Laetitia, après avoir échoué dans ses tentatives de devenir influenceuse mode à Paris, était revenue vivre chez mes parents à plein temps. L'ambiance chez eux était devenue électrique. Laetitia, habituée à un certain train de vie financé par papa et maman, supportait mal de retourner dans sa chambre d'enfant à 26 ans. Elle se plaignait sans cesse du manque d'intimité, du fait que ses amis ne pouvaient pas venir faire la fête, que la maison de mes parents était trop loin du centre-ville. Lors des déjeuners dominicaux, qui étaient obligatoires sous peine de bouderie maternelle, les conversations tournaient de plus en plus autour du mal-être de Laetitia. La pauvre chérie étouffe, disait ma mère en servant le poulet. Elle a besoin de son espace, de son indépendance pour s'épanouir. Et invariablement, le regard de mes parents glissait vers moi. Ou plutôt, vers ma situation. Il commençait à faire des allusions qui me mettaient mal à l'aise. Tu as vu comme l'immobilier a flambé dans ton quartier, Gwenaëlle ? Demandait mon père. C'est devenu très prisé par les jeunes actifs. C'est l'endroit idéal pour commencer dans la vie. Je hochais la tête, le nez dans mon assiette, priant pour qu'ils changent de sujet. Mais ils insistaient. C'est quand même dommage, continuait ma mère, qu'une si jolie maison ne serve pas de tremplin pour quelqu'un qui en a vraiment besoin. Toi, Gwenaëlle, tu es installée, tu es forte. Tu as vécu des choses dures, tu sais te débrouiller. Laetitia, elle est plus fragile. Elle a besoin d'un coup de pouce. Je sentais le danger, comme une bête traquée sans l'odeur du chasseur. J'essayais de me rendre encore plus indispensable, plus gentille. J'invitais mes parents à dîner, je cuisinais leurs plats préférés, je payais des cadeaux coûteux à Noël malgré mon budget serré. J'essayais d'acheter ma sécurité affective. Un incident a marqué le début de la fin. En plein hiver, la vieille chaudière a rendu l'âme. Il faisait 0 degré dans la maison. J'ai appelé mon père en panique. Papa, la chaudière est morte. Le chauffagiste dit qu'il faut la changer, ça coûte 2000 €. Je n'ai pas cette somme, j'ai tout mis dans l'isolation le mois dernier. Il y a eu un long silence au bout du fil. Puis sa voix est tombée, froide et tranchante comme une lame. Gwenaëlle, on en a déjà parlé. C'est ta maison tant que tu y vis, c'est tes frais. Si tu n'es pas capable d'assumer l'entretien d'une maison, peut-être qu'elle est trop grande pour toi. Peut-être que tu devrais retourner en HLM. J'en suis restée muette de choc. C'étaient eux les propriétaires légaux. C'était à eux de payer les gros travaux structurels. Mais la menace était claire, paie ou dégage.
J'ai raccroché les mains tremblantes. J'ai regardé Lison qui grelottait sous 3 couvertures. Le lendemain, je suis allée chez un brocanteur d'or et j'ai vendu le dernier bijou de valeur que j'avais, un collier en or que ma grand-mère m'avait légué. J'ai payé la chaudière. J'ai sauvé notre hiver. Mais quelque chose s'est brisé en moi ce jour-là. J'ai compris que je n'étais pas leur fille, j'étais leur locataire exploitable. Et pire encore, j'étais l'obstacle qui empêchait leur princesse Laetitia d'accéder à son royaume. Le point de bascule est arrivé un dimanche d'octobre. Ma mère avait insisté pour que nous venions déjeuner, Lison et moi. J'ai fait un canard à l'orange, avait-elle dit au téléphone, d'une voix presque trop enjouée. C'était mon plat préféré enfant. J'ai naïvement cru à un rameau d'olivier, une tentative de reconnexion. Lison a emmené sa tablette pour jouer dans le salon pendant que les adultes prenaient l'apéritif. L'atmosphère était étrange, chargée d'une électricité statique invisible. Laetitia était là, assise dans le fauteuil en velours, un sourire satisfait flottant sur ses lèvres. Elle ne regardait pas son téléphone pour une fois, ce qui était mauvais signe. Elle nous observait, Lison et moi, avec une sorte d'impatience vorace. Le repas s'est déroulé dans une banalité effrayante. On a parlé de la météo, du jardin, des voisins. Mais une fois le fromage servi, mon père a posé sa fourchette, s'est raclé la gorge et a joint ses mains sur la table. C'était son signal. Le signal que le chef de famille allait parler. Gwenaël, a-t-il commencé sans me regarder dans les yeux, préférant fixer la carafe de vin. Ta mère et moi avons beaucoup réfléchi à l'avenir. À l'avenir de la famille dans son ensemble. J'ai senti mon estomac se nouer. Je savais ce qui allait venir, mais je ne voulais pas y croire. La situation de Laetitia ne peut plus durer, a-t-il poursuivi. Elle a besoin de se stabiliser. Elle a des projets sérieux, elle veut construire sa vie. Et pour ça, elle a besoin d'un toit. C'est bien, papa, ai-je réussi à articuler. Elle compte louer quelque chose? Non, a coupé ma mère sèchement. Pourquoi louer et jeter l'argent par les fenêtres quand la famille possède déjà un bien idéal, entièrement rénové et situé dans un quartier sûr? Le temps s'est figé. Le tintement d'une fourchette contre une assiette a résonné comme un coup de gong. Je ne comprends pas, ai-je murmuré, la gorge sèche. On parle de la maison de ville, Gwenaël, a lancé Laetitia, ne pouvant plus contenir son excitation. C'est parfait pour moi. C'est mignon, c'est propre. J'ai déjà plein d'idées pour changer la déco. Je vais virer ce papier peint lavande horrible dans la petite chambre pour en faire un dressing digne de ce nom. La petite chambre. C'était la chambre de Lison. Mon sang s'est glacé. Attendez, ai-je dit, ma voix montant d'un cran. Vous parlez de ma maison? De la maison de Lison? Je la paie depuis 4 ans. J'ai tout refait. Tu paies une indemnité d'occupation, a rectifié mon père, le ton durcissant. Ne joue pas sur les mots. La maison est à nous. C'est notre nom sur l'acte. On t'a rendu service quand tu étais au fond du trou. On t'a hébergé. Mais maintenant, tu vas mieux. Tu as un bon travail. Tu es forte. Tu peux te trouver autre chose. Ta sœur, elle, a besoin de ce tremplin maintenant. C'est son tour. Son tour? Comme si ma vie, le foyer de ma fille, était un jeu de société qu'on se passait? Mais Lison a son école, ses amis. C'est sa maison. Ai-je crié, les larmes aux yeux. Les enfants s'adaptent, a balayé ma mère d'un revers de main. Ne sois pas égoïste, Gwenaël. Tu as profité de notre générosité pendant 4 ans. Il est temps de renvoyer l'ascenseur. Laetitia mérite aussi sa chance. J'ai regardé ces gens. Mes parents. Ma sœur. Ils me regardaient avec une froideur absolue. Pour eux, je n'étais qu'un pion qu'on déplace ou qu'on sacrifie pour protéger la reine, Laetitia. Tout l'amour, tout le travail, tout l'argent que j'avais investi ne comptait pas. J'étais juste un occupant temporaire qui avait fait le ménage avant l'arrivée de la vraie propriétaire. On veut récupérer la maison pour le 1er janvier, a conclu mon père. Ça te laisse 2 mois. C'est large pour trouver une location. Je me suis levée, tremblante de rage et de douleur.
Je suis allée chercher Lison dans le salon. Elle m'a regardée avec ses grands yeux innocents. Maman, pourquoi tu pleures? On s'en va, chérie, ai-je dit. En sortant, j'ai entendu ma mère dire à Laetitia, ne t'inquiète pas, elle fera une scène, c'est son caractère, mais elle partira. Elle n'a pas le choix. Il pensait que j'allais me coucher. Il pensait que j'étais faible. Il ne savait pas qu'il venait de réveiller une lionne dont on menace le petit. Les jours qui ont suivi ce déjeuner cauchemardesque ont été un flou de douleur et d'incrédulité. J'attendais, bêtement, qu'ils m'appellent pour s'excuser. Qu'ils me disent qu'ils avaient trop bu, qu'ils ne pensaient pas ce qu'ils disaient. Mais le téléphone est resté silencieux. 3 jours plus tard, ma mère m'a envoyé un SMS laconique, « Retrouve-moi au café de la place après ton travail. Il faut qu'on clarifie les choses. » J'y suis allée, épuisée après une garde de 12 heures, portant encore ma blouse blanche sous mon manteau. Ma mère était là, assise bien droite, un dossier posé devant elle. Elle n'a pas commandé à boire pour moi. Elle n'a pas demandé comment allait Lison. Elle a simplement poussé le dossier vers moi. Ton père et moi avons consulté un avocat, a-t-elle dit. On veut que les choses soient carrées pour éviter les disputes inutiles. J'ai ouvert l'enveloppe. C'était une lettre recommandée, remise en main propre. Un document juridique froid, impersonnel, rédigé dans un jargon qui broyait l'âme. Objet, congé pour reprise pour habiter au bénéfice d'un descendant. Le courrier expliquait que monsieur et madame, propriétaires, mettaient fin à l'occupation à titre gratuit de madame Gwenaëlle, afin de loger leur fille cadette, mademoiselle Laetitia. Le terme à titre gratuit m'a fait bondir de ma chaise. Maman! Comment pouvez-vous écrire ça? Je paie 550 € par mois depuis 4 ans. J'ai payé la chaudière, la toiture, la taxe foncière. C'est un loyer. Ma mère a soupiré, avec cette condescendance qui me rendait folle. Gwenaëlle, écoute-moi bien. Il n'y a pas de bail. Pas de quittance. L'argent que tu nous versais, c'était une participation aux frais, une indemnité informelle pour nous dédommager de l'usure de la maison. Juridiquement, tu es occupante sans droit ni titre. Si on allait au tribunal, on pourrait te réclamer des milliers d'euros d'arriérés pour occupation illégale. On est gentil, on ne le fait pas. On te donne 45 jours pour vider les lieux. 45 jours. En plein hiver. Avec une enfant. Et Lison? Ai-je demandé, la voix brisée. Tu ne penses pas à ta petite fille? Tu vas la mettre à la rue? Arrête avec le mélodrame, a-t-elle claqué. Tu trouveras un appartement. Lison changera d'école, ce n'est pas la fin du monde. L'important, c'est que Laetitia puisse enfin démarrer sa vie. Elle a attendu assez longtemps. J'ai regardé ma mère, vraiment regardé, pour la première fois. J'ai vu les rides d'amertume autour de sa bouche, la dureté de ses yeux. J'ai compris qu'elle ne m'aimait pas. Pas comme une mère devrait aimer. J'étais l'enfant utile, celle qui résout les problèmes. Laetitia était l'enfant aimé, celle pour qui on crée des problèmes aux autres. Je ne partirai pas, ai-je chuchoté. Je me battrai. Elle a eu un petit rire sec. Tu n'as pas le choix, ma fille. Le papier est plus fort que tes sentiments. Tu as jusqu'au 15 décembre. Après ça, on change les serrures. Et si tu laisses des affaires, on les mettra sur le trottoir. Elle s'est levée, a ajusté son foulard en soie, et est partie sans se retourner, me laissant seule avec ce papier qui signifiait mon expulsion. Je suis rentrée chez moi, j'ai regardé mes murs, mes meubles, les dessins de Lison sur le frigo. Tout cela allait disparaître. Je me sentais vidée. Mais au fond de ce vide, une petite flamme de colère a commencé à s'allumer. Une colère froide, dure, implacable. Je ne pouvais pas affronter cela seule. Le lendemain, j'ai appelé Sandrine. Sandrine était ma meilleure amie depuis le lycée. Elle venait de prêter serment comme avocate. Elle n'était pas encore une ténor du barreau, mais elle avait la rage de vaincre et elle connaissait ma famille. Elle est venue chez moi le soir même. Quand elle a lu la lettre de mes parents, son visage est devenu livide. C'est dégueulasse, Gwen. C'est moralement répugnant. Mais, elle a hésité, ta mère a raison sur un point, sur le papier,
ils sont en position de force. Le titre de propriété est roi en France. Alors c'est fini? Ai-je demandé, sentant les larmes monter. Non, a-t-elle dit en tapant du poing sur la table. Pas si vite. En France, le bail verbal existe. Si on prouve qu'il y a eu un accord financier régulier, que tu as payé un loyer de fait, on peut requalifier ton occupation en bail d'habitation classique. Et on ne vire pas un locataire comme ça, surtout pendant la trêve hivernale qui approche. L'espoir est revenu, fragile mais réel. Nous avons passé la nuit à éplucher mes comptes bancaires. 4 ans de relevés. J'ai béni ma rigueur administrative. Chaque virement de 550 € portait l'intitulé exact, remboursement prêt maison. Pas aide familiale. Pas cadeau. Mais, remboursement. C'est une mine d'or, a dit Sandrine en surlignant les lignes. Ça prouve que tu agissais comme une propriétaire de fait, ou du moins que tu payais le crédit à leur place. C'est un enrichissement sans cause pour eux. On a aussi retrouvé des SMS archivés où ma mère me remerciait d'avoir payé la taxe foncière. On a un dossier, a conclu Sandrine au petit matin. On peut se battre. Mais je te préviens, Gwen, ça va être la guerre. Ils ont les clés. Ils ne vont pas respecter les règles. Ils vont essayer de te pousser à bout pour que tu partes de toi-même avant que la justice ne s'en mêle. Elle avait raison. Je ne me sentais plus en sécurité chez moi. Savoir que mes parents, ces gens qui voulaient me détruire, avaient les clés de mon sanctuaire me terrorisait. Le jour suivant, j'ai fait quelque chose qui me répugnait, quelque chose que je n'aurais jamais imaginé devoir faire contre ma propre famille. Je suis allée dans un magasin d'électronique et j'ai acheté une petite caméra de surveillance connectée au Wi-Fi. Je l'ai installée discrètement sur l'étagère de l'entrée, cachée entre 2 livres de poche, pointant vers la porte et le salon. Je me sentais sale en faisant ça. Espionner mes parents? Mais Sandrine m'avait prévenu, ce ne sont plus tes parents, Gwen. Ce sont tes adversaires. Protège-toi. J'ai aussi changé mes habitudes. Je ne laissais plus traîner de papiers importants. J'ai emporté mes bijoux et les documents de liaison chez Sandrine. Je vivais dans un état de siège permanent, sursautant au moindre bruit. Je ne savais pas encore à quel point cette petite caméra allait être inutile, et à quel point un autre appareil, bien plus innocent, allait devenir notre arme fatale. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place du personnage principal. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Les semaines suivantes ont été un enfer psychologique lent et insidieux. La période de préavis s'égrenait jour après jour. Mes parents ont commencé leur offensive de harcèlement pour me briser les nerfs. Ça a commencé par des messages incessants, à toute heure du jour et de la nuit. Tu as commencé les cartons? Laetitia a commandé son nouveau lit, il arrive le 10. Il faut que ta chambre soit vide. N'oublie pas de reboucher les trous dans les murs, on ne veut pas récupérer un gruyère. Puis, ils sont passés à l'action physique. Comme ils avaient un double des clés, ils se permettaient d'entrer quand j'étais au travail. Je rentrais le soir, épuisé, et je trouvais des choses déplacées. Une fenêtre ouverte alors qu'il gelait dehors, refroidissant toute la maison. Le chauffage éteint. Des cadres photos de Lison et moi retournés face contre terre sur le buffet. C'était du gaslighting, pur et simple. Il voulait me faire sentir que je n'étais plus chez moi, que mon espace était violé, que je n'avais aucun contrôle. Il voulait me faire peur pour que je fuie. Un jour, j'ai trouvé des cartons de déménagement empilés dans mon entrée. Je n'en avais pas acheté. C'était eux. Un message clair et muet. Dégage. Laetitia participait activement à cette torture mentale. Elle m'envoyait des liens vers des annonces d'appartements miteux, des studios trop petits pour nous deux. Regarde celui-là, c'est dans tes prix. Allez, sois sympa, ne complique pas tout. J'ai trop hâte de décorer ma maison. Elle insistait sur le Emma. Elle avait déjà mentalement emménagé. Elle commandait des meubles et les faisait livrer, chez moi. Je devais refuser les colis, me disputer avec les livreurs. C'était absurde. Je tenais bon, guidée par Sandrine. Je ne répondais pas aux provocations.
Je gardais tout, je notais tout dans un carnet pour mon dossier judiciaire. Mais la peur grandissait. Je voyais Lison devenir anxieuse, sentir ma tension. Je l'ai changée de chambre pour la faire dormir avec moi, verrouillant la porte de notre chambre de l'intérieur chaque nuit avec une chaise sous la poignée, comme dans les films d'horreur. Ma caméra de surveillance enregistrait leurs passages furtifs quand j'étais absente. Je les voyais entrer, inspecter les pièces, critiquer mon ménage, toucher mes affaires. C'était insupportable de voir mes parents agir comme des cambrioleurs dans ma propre vie. Mais ils ne faisaient rien de légalement destructeur devant la caméra. Ils étaient prudents. Jusqu'à cette nuit-là. La nuit où ils ont cru être seuls et tout-puissants. C'était un mardi soir de novembre. J'étais de garde de nuit à l'EHPAD, un service particulièrement lourd. Lison dormait exceptionnellement chez son père, Fabien, car je ne voulais plus la laisser seule à la maison avec une baby-sitter, par peur que mes parents ne débarquent. La maison était donc vide. Vers 1h du matin, mon téléphone a vibré violemment dans ma poche. Une notification de mon application de sécurité s'est affichée en rouge, mouvement détecté, salon. Mon cœur a cessé de battre pendant une seconde. J'ai couru me cacher dans la réserve de matériel médical, les mains tremblantes, et j'ai ouvert l'application. L'image était en noir et blanc, un peu granuleuse à cause de la vision nocturne, mais je les ai reconnus immédiatement. Mon père, ma mère, et Laetitia. Ils venaient d'entrer avec leurs clés, comme s'ils étaient chez eux. J'ai monté le son, collant le téléphone à mon oreille. Ça sent le renfermer ici, a dit Laetitia en allumant la lumière du salon, m'éblouissant presque à travers l'écran. Il faudra tout repeindre. Ce gris est déprimant. Et cette odeur de pauvre? Ne t'inquiète pas ma puce, a répondu ma mère d'une voix douce que je ne lui connaissais plus. Une fois qu'elle sera partie, on fera venir une entreprise de nettoyage industriel. On désinfectera tout du sol au plafond. Désinfecter? Comme si j'étais une maladie? Comme si ma fille et moi étions des parasites? Il déambulait dans mon intimité avec une arrogance terrifiante. Mon père a ouvert mon courrier posé sur la table de la salle à manger. Elle n'a toujours pas résilié l'électricité, a-t-il grogné. Cette fille est têtue comme une mule. Il va falloir employer les grands moyens. Laetitia s'est dirigée vers le couloir, vers la chambre de Lison. Je ne voyais plus l'image car la caméra était fixe dans le salon, mais j'entendais tout, chaque mot, chaque grincement de parquet. Burke! A crié Laetitia depuis la chambre de ma fille. C'est quoi ces étoiles au plafond? C'est impossible à décoller ça. Papa, il faudra poncer le plafond ou mettre un faux plafond. Et tous ces dessins moches sur les murs, on dirait une crèche bas de gamme. On jettera tout, a dit ma mère d'une voix calme, clinique, qui m'a glacé le sang plus que n'importe quel cri. Tout ce qu'elle laisse le 15, ça part à la benne. Les jouets, les fringues, les dessins. On dira qu'on a cru que c'était des ordures qu'elle n'avait pas voulu emporter. Ça lui apprendra à nous résister. Et si elle ne part pas? A demandé Laetitia, revenant dans le salon. Oh, elle partira, a ricané mon père. J'ai prévu de venir changer les serrures le 14 dans la journée, quand elle sera au travail. Elle rentrera le soir avec la gamine, sa clé ne marchera pas, et ses affaires seront sur le trottoir sous la bâche. Elle n'osera pas appeler la police, elle aura trop honte. Elle ira pleurer chez une copine et on aura gagné. J'étais assise sur un carton de couches pour adultes, dans le noir de la réserve, et je pleurais de rage silencieuse. Il planifiait de me mettre à la rue illégalement, de détruire les souvenirs de ma fille, de nous humilier publiquement. Il parlait de nous comme de nuisibles à exterminer. J'ai enregistré la séquence sur mon téléphone. Je tenais ma preuve. Je savais que je pouvais utiliser ça. Mais je me sentais souillée. Violée dans mon intimité la plus profonde. Avant de vous raconter la suite, je dois vous poser une question. Que auriez-vous fait à ma place en voyant cette vidéo en direct? Auriez-vous appelé la police immédiatement pour les faire sortir? Auriez-vous débarqué pour les confronter physiquement? Ou auriez-vous fait comme moi, attendre, accumuler les preuves pour frapper plus fort plus tard? Dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait face à une telle trahison. Ce que je ne savais pas encore cette nuit-là,
c'est que cette vidéo de caméra de surveillance n'était que la partie émergée de l'iceberg. Le véritable coup de maître, l'arme absolue qui allait les détruire, c'est ma fille qui l'avait préparé sans le savoir, quelques heures plus tôt. Le lendemain matin, je suis rentrée chez moi avec la boule au ventre. La maison semblait normale en apparence, mais je savais qu'elle avait été profanée. Je sentais leur présence, leur parfum, leur méchanceté flottant dans l'air. J'ai récupéré Lison chez son père et nous sommes rentrés. Dès que nous avons franchi la porte, Lison a couru vers sa bibliothèque dans le salon. « Maman, où est ma tablette ?» a-t-elle demandé. J'ai froncé les sourcils, l'esprit ailleurs, encore obsédé par les images de la veille. « Je ne sais pas, chérie. Tu ne l'as pas prise chez papa ? » Non, je l'ai laissée là hier soir avant de partir, je faisais une vidéo pour ma chaîne YouTube imaginaire. Elle a fouillé sur l'étagère, derrière une pile de bandes dessinées et de peluches, et l'a trouvée. Elle l'a allumée. « Ah zut !» a-t-elle dit. La batterie est presque vide. J'ai oublié d'arrêter l'enregistrement hier. Mon sang s'est figé. Le temps s'est arrêté. L'enregistrement ? Ai-je répété lentement. Oui, je jouais à la maîtresse d'école, et j'avais posé la tablette sur l'étagère pour me filmer. J'ai oublié d'appuyer sur stop quand papa est venu me chercher. J'ai pris la tablette de ses mains avec une précaution infinie, comme si c'était une bombe ou un trésor sacré. J'ai branché le chargeur. Une fois allumé, j'ai ouvert la galerie. Il y avait une vidéo de 4 heures. Les premières minutes montraient Lison parlant à ses poupées, adorables et innocentes. Puis, elle partait. L'image montrait le salon vide. L'angle était différent de ma caméra de sécurité qui était en hauteur. La tablette était posée sur une étagère basse, à hauteur d'enfant, filmant le canapé en contre-plongée, un angle parfait. J'ai fait défiler la timeline jusqu'à 1 heure du matin. Et là, des voix. La qualité d'image était incroyable, bien meilleure que ma caméra granuleuse. Et le son était cristallin. J'ai regardé, fasciné et horrifié. La tablette avait tout capturé. Mais elle avait capturé quelque chose que ma caméra de sécurité n'avait pas vu, car mes parents s'étaient assis sur le canapé, juste en face de l'objectif caché de la tablette, pour discuter après leur inspection. On voyait le visage de ma mère en gros plan, déformé par le mépris, éclairé par la lampe du salon. Franchement, Régis, disait-elle en soupirant. Je ne sais pas pourquoi on a eu cette fille. Gwenaëlle a toujours été une déception. Elle n'a aucune ambition, elle se contente de torcher des vieux toute la journée. C'est pathétique. Laetitia, elle, a de la classe. Elle mérite cette maison. Lison, elle finira comme sa mère. Une ratée. Autant qu'elles apprennent la vie à la dure maintenant. Ça leur forgera le caractère. Et mon père répondant, en riant doucement, t'inquiète pas. Une fois qu'on aura récupéré la maison et changé les serrures, on ira chez le notaire. On refera l'acte de vente pour le mettre directement au nom de Laetitia en nue propriété. Comme ça, si je meurs, Gwen ne pourra jamais rien réclamer sur cette maison. On la déshérite de fait. Elle n'aura que ses yeux pour pleurer. J'avais la preuve absolue. La preuve de la préméditation. La preuve de la malice. La preuve qu'il voulait non seulement m'expulser, mais organiser mon insolvabilité et me déshériter totalement au profit de ma sœur. C'était bien plus qu'un litige immobilier. C'était une exécution sociale planifiée par mes propres parents. Lison, qui regardait par-dessus mon épaule, a entendu sa grand-mère la traiter de ratée. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas crié. Elle m'a regardé avec un sérieux d'adulte qui m'a brisé le cœur. Mamie est méchante, a-t-elle dit simplement. Il faut le dire au juge. Elle avait raison. Ce n'était plus une affaire d'adulte. C'était une affaire de justice. Et ma fille venait de nous donner l'arme pour gagner la guerre. Retour au présent. La salle d'audience de Montluçon. Le silence était total, lourd, pesant. Lison venait d'appuyer sur lecture. Elle avait connecté sa tablette au système audio du tribunal via un câble que Sandrine avait astucieusement prévu. Le son de la tablette a retenti, amplifié, clair, implacable. Je ne sais pas pourquoi on a eu cette fille,
Une déception, torchée des vieux. Les mots de ma mère flottaient dans l'air comme un gaz toxique. Tout le monde a entendu. Le greffier a arrêté de taper, la bouche entr'ouverte. L'avocat de mes parents, si arrogant quelques minutes plus tôt, a ouvert la bouche, puis l'a refermée, réalisant qu'il ne pouvait rien faire contre une preuve aussi brute, aussi accablante, apportée par une enfant de 7 ans. J'ai vu ma mère se ratatiner physiquement sur sa chaise. Elle, si soucieuse des apparences, si obsédée par le « qu'en dira-t-on », venait d'être mise à nu devant la justice. Son masque de grand-mère bienveillante et de mère dévouée venait de tomber en 1000 morceaux. Mon père était devenu gris-cendre. Il ne regardait plus le mur avec arrogance, il regardait ses chaussures, incapable d'affronter le regard du juge, ni le mien. Laetitia, elle, était rouge écarlate. Sur la vidéo, on l'entendait rire en disant « J'ai hâte de voir sa tête quand elle verra ses affaires sur le trottoir sous la pluie ». Ce rire cruel résonnait maintenant dans la salle d'audience, la condamnant sans appel. Le juge a laissé la vidéo tourner. Il a écouté les insultes, le plan pour changer les serrures illégalement, le projet de me déshériter. Il a tout écouté, le visage impassible, mais ses yeux lançaient des éclairs. Après 2 longues minutes, il a fait un signe doux à Lison pour qu'elle arrête. « Merci, mademoiselle », a-t-il dit avec une douceur inattendue. « Tu peux retourner t'asseoir près de ta maman. Tu as été très courageuse. » Il a enlevé ses lunettes et a lentement essuyé les verres avec un petit chiffon, prenant son temps. Le silence était insoutenable pour mes parents. On entendait presque leur cœur battre de panique. Puis, le juge a remis ses lunettes et a fixé mon père. « Monsieur », a-t-il dit d'une voix basse, calme, mais terrible. « Vous êtes venu dans mon tribunal pour demander la protection de votre droit de propriété, un droit sacré de notre République. Mais ce que je vois ici, ce n'est pas un propriétaire lésé. Ce que je vois, c'est une violation manifeste de domicile, une préméditation d'expulsion illégale par la force, et une cruauté morale envers votre propre fille et votre petite-fille qui me laissent, sans voix. » Il a tourné son regard vers l'avocat adverse. « Maître, je suppose que vous ignoriez que vos clients prévoyaient de se faire justice eux-mêmes par effraction et de jeter les biens d'une enfant à la benne ?» L'avocat bafouillait, essayant désespérément de se désolidariser de ses clients toxiques. Je découvre ces éléments en même temps que vous, monsieur le juge. Mes clients ne m'avaient pas informé de ses intentions. Le juge s'est tourné vers moi. Madame, je suis désolé que vous ayez eu à subir cela. Et je suis désolé que votre fille ait dû entendre de telles horreurs de la bouche de ses grands-parents. Personne ne devrait être traité ainsi par sa famille. Il a pris son stylo et a commencé à écrire furieusement, le bruit de la plume sur le papier résonnant comme une sentence. La demande d'expulsion est rejetée, a-t-il déclaré fermement. Non seulement je reconnais l'existence d'un bail verbal au vu des preuves financières fournies par madame et son avocate, mais je constate aussi la mauvaise foi caractérisée des bailleurs. De plus, au vu des menaces proférées dans cette vidéo et de l'intrusion avérée, j'émets une ordonnance de protection immédiate. Il a frappé son marteau. Un coup sec. Bam. Le son de ma liberté. Le son de la fin de mon cauchemar. Nous sommes sortis du tribunal sous le soleil pâle de l'hiver montluçonnais. Mes parents sont sortis par une porte latérale pour nous éviter, rasant les murs comme des voleurs pris la main dans le sac. J'ai aperçu Laetitia au loin, pleurant de rage au téléphone, probablement en train de se plaindre à une amie que sa vie était gâchée et que le monde était injuste avec elle. Elle n'avait rien appris. Elle ne changerait jamais. Moi, j'ai respiré à plein poumon pour la première fois depuis des mois. L'air n'avait jamais été aussi doux, aussi pur. Sandrine m'attendait dehors, un grand sourire aux lèvres. On les a eus, Gwen. On les a eus. Et merci à la petite espionne, a-t-elle dit en ébouriffant les cheveux de Lison. Le jugement était clair et sans appel, mes parents ne pouvaient plus m'expulser. Le juge avait reconnu que je payais un loyer, ce qui me donnait le statut de locataire protégé. Ils avaient interdiction absolue d'approcher de la maison ou de nous contacter autrement que par avocat, sous peine de poursuite pénale pour harcèlement. Bien sûr, la maison est toujours à leur nom pour l'instant. Je devrais probablement continuer à me battre dans les années à venir pour récupérer l'argent investi ou forcer une vente si je décide de partir.
Mais l'urgence est passée. Nous avons un toit. Nous sommes chez nous. Le soir même, j'ai fait venir un serrurier d'urgence. Quand il a posé la nouvelle serrure blindée 3 points et m'a tendu les clés uniques, j'ai senti un poids immense quitter mes épaules. Il ne pouvait plus entrer. Mon sanctuaire était de nouveau inviolable. J'ai jeté les vieilles clés à la poubelle avec une satisfaction jouissive. Lison et moi avons fêté ça avec une pizza, assise sur le tapis du salon, là où mes parents avaient planifié notre perte quelques jours plus tôt. Tu sais, maman, m'a-t-elle dit la bouche pleine de fromage. Je l'aime bien notre maison. Même si mamie dit qu'elle est pour les rater. Je l'ai serrée fort contre moi, les larmes aux yeux. Mamie a tort, ma puce. Mamie a tort surtout. Cette maison est pour les guerrières. Et tu es la plus grande guerrière que je connaisse. Sans toi, on aurait tout perdu. Les jours suivants, la vérité a fini par se savoir. Dans une ville moyenne comme Montluçon, les rumeurs vont vite. Laetitia a essayé de faire une vidéo sur TikTok pour raconter sa version des faits, jouant la victime, disant que sa sœur l'avait manipulée et volée. Mais les gens ne sont pas dupes. Les voisins avaient vu mes travaux. Les collègues de l'EHPAD savaient mes sacrifices. Laetitia a été ridiculisée et a fini par déménager dans une autre ville, ne supportant plus les regards en coin. Mes parents, eux, vivent désormais reclus, leur réputation de notables locaux entachée à jamais. J'ai perdu mes parents ce jour-là. J'ai perdu ma sœur. J'ai perdu l'illusion d'une famille aimante. Mais j'ai gagné ma dignité. J'ai gagné le respect de ma fille. Et j'ai appris une leçon que je n'oublierai jamais, une leçon que je veux vous transmettre aujourd'hui. La famille, ce n'est pas l'ADN. Ce n'est pas le sang. La famille, ce sont les gens qui vous respectent, qui vous protègent, et qui vous aiment pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous pouvez leur apporter financièrement. Si vous êtes dans une situation où l'on abuse de votre gentillesse, où l'on vous fait croire que vous ne méritez rien, levez-vous. Battez-vous. Ne laissez personne, pas même vos parents, vous marcher dessus. Et surtout, vérifiez toujours si la tablette de votre enfant n'est pas en train d'enregistrer. Le karma a parfois besoin d'un petit coup de pouce technologique pour frapper. C'est la fin de mon histoire. J'espère qu'elle vous a donné de la force. Si cette histoire vous a touché, s'il vous plaît, montrez-nous votre soutien en cliquant sur le bouton « J'aime » et en vous abonnant à la chaîne. Ça nous aide énormément à faire entendre d'autres voix. Et surtout, partagez votre expérience dans les commentaires. Avez-vous déjà dû couper les ponts avec un membre toxique de votre famille pour vous sauver? Votre témoignage pourrait aider quelqu'un d'autre à prendre la bonne décision. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et de ceux qui vous aiment vraiment.